Watch me fall in love again avec un personnage fictif. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le printemps, j'espère que vous êtes heureux, les petits bourgeons commencent à éclore, les oiseaux pépillent et il y a enfin du soleil parce que figurez-vous qu'il est 16h20 que je filme cette vidéo et qu'il y a encore du soleil. Franchement, je suis trop émue après avoir passé des mois à rager parce que ma luminosité n'était pas assez bonne. Et bien enfin, le soleil ne se couche plus à 14h. Donc maintenant, au moins, je n'aurai plus ce problème. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes lectures du mois de mars. Alors il faut dire que le mois de mars a été assez compliqué pour moi parce que je venais tout juste de terminer Raison et Sentiments que j'ai fini à la fin du mois de février et j'avais eu énormément de mal avec ce livre. Il m'a plongé dans un énorme reading slump. En plus j'ai repris le travail donc j'avais plus forcément le même rythme de lecture. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué donc au début du mois franchement j'arrivais pas trop à lire mais finalement je pense que je me suis bien rattrapée parce que j'ai quand même lu 6 livres ce mois-ci. J'ai quand même lu 6 livres ce mois-ci. Donc je pense que ça va. Surtout qu'il y en avait qui étaient assez épais. Donc je pense que malgré mon petit coup de mou du début du mois, je me suis vite rattrapée. On va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, que j'ai énormément vu passer sur Instagram et que beaucoup de gens décrivaient comme un Game of Thrones pour les ados. Et évidemment, vous connaissez ma passion pour Game of Thrones, donc quand on m'a dit ça, je me suis dit allez c'est bon, c'est fait pour moi, je saute immédiatement dessus et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais commencé en liseuse et ensuite je me suis procuré le format papier et disons que j'ai été assez mitigée par cette lecture. Je vous donne le résumé d'abord. On va suivre 6 personnages qui vivent tous dans le même monde mais à des endroits différents. On va avoir Catherine qui est une princesse qui ne laissera personne dicter sa conduite, Ambrose, un soldat divisé entre son cœur et ses devoirs, Tash, une chasseuse intrépide qui traque la plus dangereuse des proies, March, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, et Edion, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Et en fait toutes ces personnes au début sont séparées mais on va voir un peu dans l'histoire comment est-ce qu'elles vont évoluer, les interactions les uns avec les autres, etc. Et c'est un univers qui est très vaste, donc qui est divisé en plusieurs royaumes. Chaque royaume a des coutumes propres, on va dire. Et certes j'étais très emballée par cette lecture au début, j'ai trouvé ça très sympathique, mais au fur et à mesure qu'on avançait il y avait quand même pas mal de longueur dans le récit, pas mal de facilité je trouve, et finalement la fin ne m'a absolument pas convaincue. Je crois que ce sera une trilogie, que même c'est une trilogie, que les 2 autres tomes sont sortis, je sais plus exactement, mais en tout cas je sais qu'il y a, c'est le premier livre d'une saga quoi, mais il faut dire que j'ai pas été entièrement emballée et c'est très dommage parce que ça commençait bien mais au milieu de ma lecture ça commençait à ralentir, le rythme devenait un petit peu étrange, il y avait énormément de facilité de plot je trouve, beaucoup de choses qui arrivaient avec beaucoup trop de facilité, enfin les problèmes rencontrés n'étaient pas vraiment des problèmes, donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. La fin ne m'a pas trop convaincue. C'est pas un one shot, hein, c'est une saga, il va y avoir plusieurs livres, mais disons que la fin ne m'a pas trop convaincue, donc je sais pas, je sais pas si le tome 2 sera mieux, si je vais lire le tome 2 ou quoi, mais c'est vrai que j'étais assez déçue parce que évidemment j'avais beaucoup d'attentes. Moi on me dit un Game of Thrones pour les ados, donc je me dis certes c'est du young adulte, mais bon voilà, mais finalement à part les similitudes avec un univers qui est médiéval et le fait qu'on a plusieurs personnages, plusieurs points de vue, des personnages qui sont à différents endroits, ça n'a absolument rien à voir, enfin, ça n'a rien à voir selon moi. Donc à voir si je le continue, je ne pense pas, mais j'ai été quand même assez déçue par ce livre finalement. Et il y a quelque chose qui m'a énormément gênée pendant ma lecture, je sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est la plume de l'autrice qui est comme ça, je suis pas allée voir la VO, mais il y avait énormément de tournures de phrases qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il y avait certaines phrases qui j'ai trouvé étaient écrites très bizarrement, enfin c'était assez étrange, il y avait des phrases je comprenais pas trop, donc au bout d'un moment ça m'a dérangée en fait parce que c'était des mêmes phrases maladroites qui revenaient très souvent, donc je sais pas si c'est dû à la traduction ou pas, mais c'est vrai que l'écriture n'était pas extraordinaire alors qu'au début du livre justement j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal, donc c'est vrai que c'était un petit point négatif pour moi tout de même. Ensuite j'ai lu Le Soleil est pour toi de John D. Nelson que je n'ai pas physiquement parce que figurez-vous que mon exemplaire a pris la flotte. Si vous me suivez sur Instagram vous avez suivi mes péripéties, je me suis réveillée un matin et ma gourde s'était renversée sur mon livre à côté de mon lit, donc mon livre était complètement destroy, mais vraiment complètement
complètement destroy. Donc je ne peux pas vous le présenter, enfin je l'ai complètement déchiqueté, mais je vous mettrai une petite image là quelque part. Et c'est l'histoire de deux jumeaux, Noah et Jude, qui sont fusionnels, complètement inséparables, qui vivent avec leurs parents en Californie, et en fait on va les voir grandir et il y a un événement qui va se produire dans la vie de l'un et de l'autre qui va les éloigner, qui va complètement les séparer et qui va faire qu'en fait ils vont devenir des personnes qu'ils ne sont pas, ils vont vraiment s'éloigner de leur personnalité propre et donc chacun va devoir retrouver la partie de lui qui lui manque entre guillemets. Et vraiment ce livre il m'a été recommandé par Estelle, donc Estelle si tu passes par ici merci pour la recommandation. Je l'avais vu sur son étagère et elle arrêtait pas de dire que c'était un de ses livres préférés, qui l'avait trop marqué, donc je me suis dit il faut absolument que je lise ce livre et finalement j'ai été très contente de le lire. Au début j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est un style d'écriture qui est assez particulier, une vibe particulière en fait, donc quand on n'aime pas je pense que c'est mort, on n'aime pas du tout. J'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, surtout que c'est des artistes, les deux personnages principaux, donc il y avait beaucoup de termes propres, de termes spécifiques à l'univers de l'art, etc. Donc j'avais un petit peu de mal avec ça aussi. C'est vrai que certains passages où il y avait trop de détails, j'avais tendance à les sauter, mais une fois que vraiment je me suis installée dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment super touchante, vraiment bouleversante en fait. Enfin, ces deux personnages, moi les histoires fusionnelles comme ça entre frères et sœurs, je trouve ça vraiment incroyable et je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup en littérature. C'est pas ce qui est le plus représenté, c'est pas le type de relation qui est le plus représenté, ce que je trouve extrêmement dommage. Donc j'ai été très contente de suivre leur aventure, franchement j'étais très heureuse à la fin, le dénouement. Donc ça a été vraiment une bonne lecture, une lecture feel good qui m'a fait chaud au cœur et voilà, je vous le recommande, donc je vous le recommande à tous. C'est du young adulte. C'est du young adulte, mais c'est le genre de livre qui vous apporte quand même des leçons de vie quoi. Donc je vous le conseille à tous, c'était une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu le tome 2 des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc La Porte de Cristal, regardez comment il est trop beau. Et donc on l'a lu en lecture commune, encore une fois, organisée par Mélanie du Instagram Évasion Littéraire, que j'essaierai de vous mettre là quelque part. Et donc on a retrouvé les personnages du premier tome. Attendez. Oula, j'allais vous dire un truc, ça allait vous spoiler complètement. Donc en fait, je peux pas vraiment vous parler de ce qui se passe dedans parce que ça va vous spoiler le premier tome si vous ne l'avez pas lu et si vous comptez le lire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on apprend plein de choses nouvelles sur l'univers, on a plein de révélations, il y a énormément de choses qui se passent. Le rythme est beaucoup plus soutenu dans ce tome-là que dans le premier. Il est plus court, je crois aussi, il fait moins de 500 pages, donc il s'est lu vraiment très très vite. Franchement, j'étais très heureuse de retrouver la plume de N.K. Jemisin. Parce que certes le premier tome j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'univers parce qu'elle a un style d'écriture qui est assez particulier quand même et il faut s'accrocher quoi pour réussir à comprendre, surtout que parfois ça peut être assez alambiqué, mais finalement ça a été un réconfort de retrouver sa plume si particulière et c'était vraiment un bonheur. Enfin je lisais avec joie quoi et j'ai hâte d'entamer le tome 3. On va commencer la lecture commune le 10 avril, donc je pense que là aussi ça va être plié et quand j'aurai terminé je pourrai vous faire une vidéo sur la trilogie parce que c'est vraiment une trilogie en fantasy dont on n'entend pas assez parler selon moi et qui vaut le détour. Donc voilà pour ce tome. Ensuite je dois vous présenter un énorme coup de cœur qui est la 9e maison de Leigh Bardugo et franchement... Comment vous dire? Alors déjà, Leigh Bardugo, si vous ne la connaissez pas, c'est l'autrice de Grisha, qui est une série young adulte très très populaire en fantasy et qui va d'ailleurs être adaptée en série via Netflix, qui a été adaptée même en série via Netflix et qui sort à la fin du mois d'avril. Elle a également écrit Six of Crows dont j'ai parlé dans une de mes vidéos qui était les mauvais commentaires sur Goodreads. Et du coup la 9e maison. Et en fait ce qui est hyper intéressant avec Leigh Bardugo c'est que sa plume évolue au fur et à mesure de ce qu'elle écrit. Donc pour les gens qui ont lu Grisha, moi je n'ai pas lu Grisha comme j'avais dit ça m'intéresse pas trop, mais les gens qui ont lu Grisha ont dit que c'était pas non plus extraordinaire, que la plume était pas incroyable, enfin c'était un truc young adulte vraiment basique. Dans Six of Crows, moi par exemple je l'ai lu, je trouve que c'est très joliment écrit, mais alors dans la 9e maison, enfin il y a eu une montée spectaculaire en fait de sa plume, ce que je trouve juste incroyable, elle s'est améliorée au fur et à mesure. Et la 9e maison c'est un roman fantastique adulte qui a été publié en 2019, qui est sorti en 2019 il me semble, et qui a été
ensuite traduit par De Saxus. Et vraiment, dites-vous que j'ai tellement aimé ce livre que je l'ai cherché partout en version reliée, sauf qu'il était en édition limitée, bien évidemment, et que tout le monde s'est jeté dessus, donc il est introuvable absolument partout. Il y avait une seule librairie en Ile-de-France qui l'avait encore, donc j'ai réservé mon bouquin, mais ensuite je les ai appelés et ils m'avaient dit qu'ils ont vendu l'exemplaire avant ma réservation, donc je n'ai jamais pu avoir mon exemplaire. Donc si vous avez un bon plan et que vous voulez vendre La 9e maison en relié parce que vous n'avez pas aimé ou autre, n'hésitez pas à me contacter parce que clairement je le veux tellement, j'ai trop aimé. Et je suis en train de vous dire que j'ai trop aimé, mais je vous ai toujours pas parlé du livre, donc je vais vous donner quand même un petit résumé. C'est l'histoire d'Alex, qui est une fille qui a une adolescence absolument chaotique. Elle vivait avec sa mère en Californie sous le soleil, mais ensuite à 20 ans, elle a été la seule rescapée d'un meurtre horrible. Donc toutes les personnes qui étaient autour d'elle ont été retrouvées assassinées sauvagement, et la seule survivante, c'était elle. Et elle va se voir offrir la chance, sur son lit d'hôpital, d'intégrer l'université de Yale. En fait, on va lui proposer de venir étudier à Yale, et pour cela elle devra travailler pour la 9e maison. Et qu'est-ce que c'est la 9e maison? C'est une espèce de société secrète qui va superviser et contrôler les activités des autres sociétés secrètes. Parce qu'il faut savoir qu'à Yale, il y a 8 sociétés secrètes qui trempent dans des arts occultes. Elles ont toutes une spécificité, que ce soit de lire l'avenir dans des tripes humaines, ou que ce soit la métamorphose, ou que ce soit l'influence, etc. Enfin, plein de choses et de rituels un petit peu sordides et bizarres, et pour contrôler cette activité magique, en fait, la 9e maison a été créée pour pouvoir superviser ce que les étudiants font dans les autres maisons, quoi. Et donc Alex va rejoindre la 9e maison et elle va suivre un espèce d'apprentissage par son mentor qui s'appelle Darlington et qui va lui apprendre comment ça marche. Et on va apprendre que ce n'est pas pour rien que Alex a été sélectionné pour ce rôle, mais parce que Alex possède un don très très particulier et très très utile pour le Lété, qui est la 9e maison, c'est que Alex peut voir les fantômes. Et en fait ce livre, il se passe sur 2 timelines différentes, enfin même 3, mais on va rester sur les 2 principales. Ce qui s'est passé l'automne dernier, donc dans le livre c'est écrit comme l'automne dernier ou le printemps dernier, etc. Et ce qui se passe sur le moment même, donc au moment même où Alex raconte l'histoire, et en fait elle va enquêter sur le meurtre d'une fille et elle va découvrir plein de choses qui vont surpasser son imagination. Et comment vous dire que ce livre est une pépite, c'est vraiment une pépite. Enfin, je m'attendais tellement pas à l'aimer à ce point là. En fait je l'ai acheté parce que j'ai vu que tout le monde en parlait sur Bookstagram, etc. Donc je me suis dit allez, je l'achète. Mais c'est vrai qu'après avoir eu plusieurs déceptions, j'avais pas non plus de grandes attentes. Je me suis dit bon, je vais le lire comme ça, mais déjà j'avais pas trop le plot en tête, je savais pas trop exactement de quoi ça parlait, et je me suis plongée dedans. Et c'est vrai qu'au début l'ambiance prend un petit peu de temps à s'installer, parce que certes c'est un roman fantastique donc qui mêle des éléments réels et des éléments complètement inventés, mais il y a quand même une certaine ambiance, un certain world building qui est très très bien fait d'ailleurs. Franchement chapeau bas à Lee Bardugo. Donc il faut un petit peu de temps pour s'installer, mais une fois qu'on est dedans, mais on est dedans. Et quand je vous dis que je l'ai dévoré, je l'emportais partout avec moi, je lisais dans le métro, avant de dormir, le matin quand j'avais le temps. Franchement ce livre est incroyable, je m'attendais tellement pas à ça. Pour moi c'est clairement un coup de cœur de ce mois de mars. Il est extrêmement bien écrit, mais vraiment très 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 bien écrit, j'ai trouvé. Seul petit bémol par rapport à l'écriture, c'est que parfois il y a des longueurs, par exemple les descriptions de tombeaux, moi au bout d'un moment j'en pouvais plus, je voulais passer à ce qui était important, à l'action quoi. Donc c'est vrai que les descriptions peuvent être un petit peu longues au fur et à mesure, mais mis à part ça, j'ai trouvé ça parfait. Les personnages étaient tous très très intrigants. Le personnage d'Alex par exemple, j'ai vraiment énormément aimé le personnage d'Alex, alors que je n'aime jamais les personnages principaux, vous voyez. Donc je l'ai trouvée très touchante, très réaliste et incroyable. En fait elle était géniale. Son duo avec Pam, j'ai trop aimé. Le personnage de Darlington, Watch me fall in love again avec un personnage fictif, vraiment ma vie, j'ai trop aimé. Franchement j'ai trouvé que ce livre était incroyable. Et dites-vous que même Stephen King l'a lu et qu'il a dit que c'était un des meilleurs romans fantastiques qu'il avait lu depuis des années. Et c'est vrai qu'en le lisant j'avais clairement l'impression de lire du Stephen King. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Après je tiens quand même à préciser que ça fait un petit peu flipper parce que Lee Bardugo en fait a été étudiante à Yale et elle s'est inspirée de vraies sociétés secrètes à Yale, et j'ai l'impression que ça tout le monde le savait sauf moi, parce que quand je me suis amusée à aller taper le nom des sociétés secrètes sur Google et que je suis tombée sur Wikipédia pour voir que ces sociétés secrètes avaient effectivement existé, je m'y attendais tellement pas. Donc elle s'est inspirée d'éléments réels qu'elle a remixés dans son livre. Mais c'est vrai que en fait c'est tellement bien fait et ça a l'air tellement réaliste que je me dis, si des sociétés secrètes devaient exister, et on sait jamais,
peut-être qu'elles existent, et bah ce serait comme ça en fait, c'est comme ça que ça se passerait, les rituels et tout. Et c'est sûr que parfois dans mon lit, je posais mon bouquin et je regardais autour de moi et je me disais ouais, cette ambiance, donc c'est vrai que c'est une ambiance quand même qui est assez glauque. Et typiquement c'est le genre de livre qui est parfait pour la saison octobre-novembre, la période Halloween. Si vous aimez lire des livres qui font peur, moi j'aime pas ça, je l'ai toujours dit et je le redis, mais ce livre était vraiment incroyable. Donc franchement quand je pense que je vais devoir attendre je ne sais pas combien de temps encore avant que le tome 2 sorte, je me demande comment je vais faire pour survivre, parce que le tome 2 n'a pas encore été écrit, enfin je pense qu'il doit être en cours d'écriture, donc le temps qu'il sorte aux États-Unis et qu'ensuite qu'il soit traduit en français, qu'il soit publié en France, je pense qu'on ne l'aura pas avant 2022-2023, ce qui me brise le cœur. Mais ce livre était vraiment incroyable, donc je vous le recommande à 100%. Ah par contre, je vous le recommande à 100%, mais je réinsiste pour dire que c'est de la fantasy adulte et qu'il y a énormément de trigger warning. Je pense que c'est un des livres que j'ai lu qui a le plus de trigger warning, avec Game of Thrones et Nevernight. Donc oui, pour les trigger warning, on a trigger warning violence, agression sexuelle, drogue, alcool, meurtre. Je crois que ça doit être tout, ce qui est déjà pas mal, mais je préfère préciser parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de lire un livre et de tomber sur des scènes qui pourraient les trigger. Donc je préfère préciser quand il y a des trigger warnings dans les livres. Mais je voudrais aussi dire que c'est pas parce qu'il y a des trigger warnings dans ce bouquin que ça veut dire qu'il va glorifier les trigger warnings que j'ai énoncés. Je trouve que justement il les dénonce et qu'il les dénonce assez bien. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Ensuite, le 5e livre que je vais vous présenter, c'est encore un roman qui a été overhyped sur Instagram. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Attendez, je viens de prendre un accent anglais là. Bref, c'est pas grave. Et il s'agit de La chanson d'Achille que je vous ai présentée dans ma pile à lire du printemps. Donc il était dans ma pile à lire du printemps et vu que je l'avais et que j'avais envie d'une lecture assez légère et qu'il n'est pas très épais, j'ai décidé de le lire avant la fin du mois de mars. Et disons que j'ai été assez mitigée par ce livre parce que tout le monde en parlait en disant waouh, c'est incroyable, il est absolument génial, moi il m'a trop fait pleurer et tout. Et moi j'attendais les larmes. Donc j'étais en train de lire et je disais où sont les larmes? Où sont les larmes? Mes yeux sont secs, genre je n'ai pas pleuré. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très touchants et très émouvants, mais je n'ai pas pleuré. Donc j'étais très déçue parce que moi je m'attendais, en fait je m'étais préparée, vous voyez, à être psychologiquement et émotionnellement impactée. Vous savez quand vous vous préparez à lire un livre ou à regarder une série et vous savez que ça va être extrêmement triste. Bah moi je m'étais préparée en fait. Donc quand je n'ai pas reçu cette dose de tristesse, quand je n'ai pas fait de mental breakdown juste après, j'étais très déçue parce que je m'étais préparée pour rien du coup. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il va s'agir d'un retelling, donc en fait c'est l'histoire de Achille, le héros grec, mais cette histoire va être racontée du point de vue de Patrocle. Donc au début de ce roman, franchement, j'étais à fond dedans. Juste je trouvais que l'écriture était très linéaire et très plate, je m'étais pas du tout attendue à ça, mais bon ça m'a pas dérangé non plus quoi, l'essentiel était décrit, mais au milieu, quand je suis arrivée au milieu du roman, enfin je me suis ennuyée quoi. Je pense que j'en parlerai dans la partie spoilers parce que c'est difficile de parler de ce livre sans spoiler, même si peut-être c'est pas des spoils et que vous le savez déjà, mais je préfère quand même faire une partie spoilers. Mais oui voilà, enfin au milieu du livre ça commençait à traîner en longueur, donc déjà là j'avais un petit peu plus de mal à lire, même s'il y avait des événements quand même qui venaient raviver mon intérêt. Mais à la fin, bah j'étais un petit peu déçue parce qu'on me l'avait tellement vendu comme quelque chose d'incroyable que tout le monde avait aimé que j'avais des attentes assez hautes. Donc finalement j'ai trouvé que la fin était touchante, que le livre était bien mais vraiment sans plus. Enfin j'ai pas trop compris non plus la hype autour de ce roman. Mais on va passer à la partie spoilers. Je vais essayer de mettre une bande blanche, comme ça vous saurez que je parle de ce qui se passe dans le livre, donc si vous avez envie de le lire, eh bien ne regardez pas la partie spoilers. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est la représentation de l'homosexualité. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des histoires d'amour male to male, ou female to female d'ailleurs, ou des histoires d'amour tout court, parce que j'aime pas les romances. Mais c'est vrai que celle-ci était très touchante. Enfin, quand je voyais Achille et Patrocle au bout d'un moment se tourner autour, j'étais là, allez, embrassez-vous, c'est bon, on sait tous très bien comment ça va terminer. Donc c'est vrai que leur histoire d'amour était très touchante, la manière dont elle a été abordée. Et j'ai trouvé ça bien en fait, parce que dans la plupart des histoires qui vont parler des mythes grecs, ou qui vont reprendre à la télé ou au cinéma des mythes grecs, et ben ils vont complètement laisser cette partie de côté, alors que c'est une partie intégrante
intégrante de l'histoire en fait, donc on peut pas l'effacer. Vous pouvez pas effacer les mœurs des Grecs et le fait que énormément de Grecs étaient homosexuels ou du moins avaient un amant. Je trouve ça complètement ridicule. Mais donc j'ai bien aimé cet aspect-là, que ce soit abordé dans le roman. Par contre, le personnage de Patrocle, bien qu'au début je compatissais énormément avec le jeune garçon qu'il était, à partir d'un moment, il a commencé à m'énerver parce que en fait tu ne peux pas avoir pour seul trait de caractère d'être amoureux. En fait c'était clairement son seul trait de caractère. Il était tellement plat, ce qui a fait que je n'ai pas réussi à m'attacher à lui, ni à aucun des personnages d'ailleurs, parce que ce garçon n'avait pas de personnalité. Certes il était très gentil, la manière dont il a sauvé Briseis, etc., etc., mais il n'avait pas de personnalité. Enfin vraiment son trait de personnalité c'était d'être amoureux d'Achille. On aurait dit Bella Swan. Donc au bout d'un moment moi j'ai pas spécialement envie de lire des histoires à propos de personnages qui n'ont pas de personnalité, mis à part le fait d'être amoureux. Je trouve que c'est pas très intéressant et que ce n'est pas un trait de personnalité aussi, soit dit en passant. Donc oui, ça m'a un petit peu dérangée et c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont arrivés à Troie pour faire la guerre, je sais que le siège a duré 10 ans. Mais en fait, c'était tellement long, enfin, je ne voyais pas la fin arriver. En même temps, quand tu veux décrire une guerre qui a duré 10 ans, c'est certain que ça va prendre un petit moment, mais ça m'a très rapidement ennuyée en fait. J'ai pas été très emballée par cette partie en fait. À partir du moment où ils sont arrivés à 3, mon intérêt a vraiment coulé. Donc voilà, c'était quand même une déception pour ce roman. Ce n'est pas un mauvais roman, mais moi, il m'a déçue en tout cas. Et pour terminer, j'ai lu le tome 3 de La Passe Miroir que je vous ai également présenté dans ma pile à lire du printemps, que j'avais déjà commencé à lire. Et comment dire par rapport à ce tome? Déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que Ophélie, mais la pauvre en fait, cette fille se fait très clairement respecter par absolument personne et tout le monde la bully, c'est incroyable. Moi qui pensais que dans le tome 2 il y avait eu une certaine évolution de personnage, qu'elle allait plus trop se laisser faire, se faire marcher sur les pieds et tout, mais d'un autre côté c'est pas de sa faute, elle peut pas trop donc elle s'écrase parce qu'elle a pas trop le choix non plus si elle veut parvenir à ses fins, mais c'était vraiment trop. Quand je lisais ce livre, je me disais mais quand est-ce que la souffrance va s'arrêter? Il n'y a pas à faire souffrir les gens comme ça, c'est trop, la pauvre. Et donc dans ce tome 3 de La Passe Miroir, la mémoire de Babel, on va retrouver Ophélie qui se morfond depuis 2 ans et demi sur son arche depuis les événements qui se sont passés dans le tome 2, et elle va aller rejoindre une nouvelle arche qui est l'arche de Babel, où les choses sont très très différentes d'Anima et du pôle, pour essayer de retrouver Thorn, et d'arriver à savoir tout ce qui se passe, l'histoire en fait de tous les événements qui se sont passés à la fin du tome 2. Et c'est vrai que j'ai été assez mitigée aussi, enfin j'ai été prévenue en fait par les gens parce que j'ai vu que beaucoup de personnes n'avaient pas aimé le tome 3 de La Passe Miroir, ou que même les fans trouvaient que c'était le tome le moins bon. Et d'un côté, je suis assez d'accord parce que moi j'avais beaucoup aimé le tome 2 et là c'est vraiment complètement différent. Mais d'un autre côté, ça a été très intéressant de découvrir cette nouvelle arche qui est l'arche de Babel, même si Babel a un côté très 1984 que j'ai pas trop apprécié. Je pense qu'il y aurait eu d'autres arches qui peut-être auraient été plus intéressantes, je sais pas. Mais l'ambiance ne m'a pas trop plu. Après, j'ai trouvé ça quand même bien écrit, et ce qui est très intéressant et ce qui est très déconcertant aussi, c'est que même si j'aimais pas l'ambiance de Babel, je voulais quand même savoir ce qui allait arriver à Ophélie parce que les chapitres sont très courts dans ce tome là, et donc à la fin de chaque chapitre quasiment il y avait un cliffhanger, ou du moins à la fin de chaque chapitre on avait envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, si Ophélie allait parvenir à ses fins. Donc finalement même si j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai quand même bien aimé le lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai quand même bien aimé le lire. Et évidemment, comme à chaque tome de La Passe Miroir, la fin, c'est à la fin que tout s'accélère, qu'il y a toute l'action qui arrive, et vraiment la fin, je ne pouvais plus le lâcher. Et là, bim, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la page 350? Défaut de fabrication, parce que j'ai acheté mon livre d'occasion, je ne sais pas si la vendeuse le savait ou pas, mais défaut de fabrication, et donc j'arrive à la page 350, et au lieu que la page d'après soit la page 351, c'était la page 94. Donc 3 chapitres que j'avais déjà lus, je crois que c'était 3 ou 4 chapitres qui s'étaient glissés au plein milieu de mon exemplaire alors qu'il n'avait rien à faire là, donc j'ai dû poursuivre ma lecture sur liseuse pour ensuite reprendre le format papier pour terminer ma lecture. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu coupé, voilà, c'était assez déconcertant, mais tout de même ça restait sympa. C'est clairement pas mon tome préféré, j'ai pas encore lu le tome 3, mais il restait intéressant, et disons que, étant donné que j'avais été prévenue en amont que c'était pas non plus incroyable, peut-être que c'est ce qui m'a permis de ne pas être complètement déçue non plus. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 4, mais bon, c'était quand même
une lecture intéressante, on va dire. C'était intéressant, c'était pas spécialement divertissant, mais c'était intéressant. C'est devenu divertissant vers la fin, mais bon voilà, c'était pas une mauvaise lecture quoi. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Je trouve que c'est déjà quand même pas mal. J'ai lu 6 livres ce mois-ci, dont 2 qui étaient dans ma pile à lire du printemps. Donc j'espère que je vais réussir à continuer sur cette voie et à terminer ma pile à lire du printemps avant le début de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres ou non. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.